Bonjour à tous, je suis Laura Taïs, je travaille à la LPO du Limousin. Je vais vous présenter le bilan de 2 stages qu'on a co-encadrés avec Frédéric Lagarde, donc, qui est chercheur en écologie sur le plateau de Millevaches. Je vais un petit peu couper l'herbe sous le pied pour les questions à la fin. C'est-à-dire qu'on co-encadre le stage avec Frédéric parce qu'il a les compétences pour pouvoir permettre un encadrement scientifique sur les analyses et la modélisation que je n'ai pas. Donc si vous avez des questions là-dessus, il y aura son contact à la fin. Voilà. Donc on a travaillé sur les déterminants paysagers de la régression de la pie-grièche grise sur le plateau de Millevaches, donc en Limousin, avec une analyse multi-échelle. Donc pour le contexte un petit peu local, donc vous savez, ça a été dit tout à l'heure et vous le savez tous, il y a une diminution de l'aire de répartition de la pie-grièche grise en France avec une contraction autour du Massif central. Et le Limousin, c'est le territoire de reproduction en fait, le plus à l'ouest d'Europe. Donc avec des explications un petit peu évoquées à dire d'experts, mais parfois mal comprises sur les causes de cette régression. Donc le plateau de Millevaches, c'est ce que j'ai entouré sur la carte. Donc le Limousin, c'est 3 départements, la Creuse, la Corrèze et la Haute-Vienne. Le plateau de Millevaches, c'est un parc de territoire, est un parc national, un parc naturel régional. Et donc on s'est intéressé à la régression de l'espèce sur la ZPS du parc. Donc pour les hypothèses par rapport pour expliquer la régression et puis un petit peu quels sont les habitats qu'occupe l'espèce sur le plateau de Millevaches, il y a plusieurs hypothèses, mais nous on s'est intéressé donc à la structure du paysage, à la qualité des sites de reproduction et puis à ce qui permet à l'espèce de choisir son habitat. Pour voir un petit peu ce que nous on avait en stock en fait pour faire ces analyses-là, donc on a regardé un peu l'existant des données et puis aussi ce qui s'était passé sur ce territoire. Donc il y a eu de forts changements paysagers dans les années 50, notamment avec la déprise agricole et une grosse campagne de reforestation. Donc ce qui fait qu'actuellement les forêts de résineux sur le plateau de Millevaches sont matures. Donc on a une alternance de grands murs de résineux et de coupes rases. Ça découle de ça les modifications dans les années 50. Et pour les données disponibles qui nous permettent ensuite de faire les analyses, on avait 5 lots de cartographie de la ZPS qui ont été faites par le PNR de Millevaches, donc de 2004 à 2020, ce qui nous permet aussi d'avoir un petit peu une évolution du paysage sur ce territoire. On a des données de présence et d'absence de l'espèce à partir des années 2000. À environ 5000 données, et les zones de prospection qui sont analysées, enfin qui sont parcourues à peu près tous les ans, mais de manière plus intense tous les 2 ans par les bénévoles. Donc en fait, à partir de 2014, il y a le début de l'enquête participative bisannuelle, c'est-à-dire que tous les 2 ans depuis 2014, on fait 2 week-ends de prospection spécifiques pie-grièche grise où on retourne sur tous les sites de présence pour mettre à jour en fait les données. Donc depuis 2014, on a à la fois les données opportunistes et à la fois les résultats des enquêtes participatives. Donc la première question qui s'est posée dans le cadre de ces stages, c'est quelle est la structure paysagère favorable à la présence de la pie-grièche grise sur le plateau de Millevaches en Limousin. Donc, ce qui a été fait, c'est une modélisation de niche écologique par la méthode ENFA, donc que je ne vous expliquerai pas, en période de reproduction et en période hivernale. Et donc, je vais plutôt me concentrer sur les résultats. Donc, ce qui ressort de cette première analyse, c'est que sur le plateau de Millevaches, les paysages favorables en période de reproduction, ce sont les milieux oligotrophes, donc les landes sèches et les tourbières, les landes humides aussi. Et en période hivernale, on remarque une plus grande tolérance à différents types de milieux, avec notamment la présence de l'espèce sur des prairies mésophiles. Et les paysages défavorables, c'est bien sûr les milieux forestiers fermés. Donc à la suite de cette première question, en découle la deuxième. Donc pourquoi tous les milieux favorables ne sont pas occupés? Donc ce qui a été fait, c'est une agrégation de tous les habitats favorables à l'espèce. Donc tous les milieux oligotrophes ont été agrégés ensemble sur les cartographies, ce qui donne les sites d'habitats favorables à l'espèce. On a ensuite mis par-dessus les données d'absence de présence de cette espèce-là, de la pie-grièche grise. Et ce qu'on remarque, c'est que tous les sites favorables ne sont pas occupés. Et donc, on a essayé de comprendre pourquoi. Donc, il y a des analyses qui ont été faites. Et ce qui ressort, c'est qu'il y a quand même une importance de la surface des sites
puisqu'on voit que tous les sites favorables qui sont supérieurs à 200 hectares, on ne voit pas d'extinction locale. Donc on considère que l'espèce est éteinte, a déserté le site localement à partir du moment où on ne l'a pas revue 3 années de suite. Il y a une marge d'erreur de 20% sur ce postulat, puisque on a pu remarquer que parfois elle revenait 1 ou 2 ans plus tard, mais au vu du jeu de données, voilà, c'est un choix qui a été fait de considérer ça. Et ce qu'on remarque par contre, c'est que sur tous les sites qui ont une surface inférieure à 50 hectares, 87% de ces sites-là enregistrent une disparition de l'espèce. Donc sur ce territoire, plus la surface des sites favorables est grande, plus la probabilité que l'espèce soit présente et s'y maintienne augmente. Donc pour résumer un petit peu déjà les deux réponses aux questions précédentes, donc la pique griège grise sur le plateau de Millevaches en Limousin, elle recherche des grandes surfaces de milieux oligotrophes contigus, ce qui commence à être relativement rare sur le territoire. Pour ensuite aller un petit peu plus loin, donc ce qu'on a vu, c'est que les sites les plus grands sont les plus favorables, mais on a aussi remarqué que l'espèce, elle était présente et elle se maintenait sur des sites inférieurs à 200 hectares. La biblio, alors nous on est parti du fait que la biblio disait que la surface du domaine vital c'est de 20 à 100 hectares, donc tout à l'heure Sébastien disait 30, on est parti de 20 à 100 hectares. Et donc pour la suite de l'étude, on s'est concentré sur les sites d'habitat favorable qui faisaient un minimum de 20 hectares. Et donc on a ensuite mis les données de pique griège grise sur tous les sites favorables d'un minimum de 20 hectares. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il y a certains sites sur lesquels l'espèce n'a jamais été présente, il n'y a eu aucune observation. Certains sites sur lesquels elle a disparu et d'autres sur lesquels elle est présente et elle se maintient. Et donc on a essayé de comprendre quelles sont les différences entre tous ces sites-là. Et donc les hypothèses, c'est qu'il y a des différences dans la caractéristique paysagère à l'intérieur des sites, mais également une influence potentielle du paysage alentour. Donc là, c'était le travail de Alexis dans le deuxième stage. Donc il a fait un gros travail de photo-interprétation avec une caractérisation sur le terrain de tous les sites et de l'occupation des sols dans des zones tampons de 500 mètres autour des sites. Donc c'est 33 variables qui ont été mesurées à l'intérieur et dans la zone tampon. Au total, c'est 48 sites qui ont été cartographiés, donc 15 sites où l'espèce était absente, 13 où elle a disparu et 20 où elle s'est maintenue. Donc, pour donner un peu des exemples des variables qui ont été mesurées, c'est notamment la densité des arbres avec leur hauteur, les linéaires de clôture. Dans les zones tampons, ça va pouvoir être les pourcentages des différents types d'habitats. Est-ce que les arbres c'est des feuillus ou pas? Enfin, voilà, il y a eu énormément de types de données qui ont été passées à la moulinette. Et ce qui ressort malheureusement à la fin, c'est qu'il n'y a pas de discrimination très très nette entre tous les sites. On n'arrive pas à avoir, là on voit sur ces graphiques-là qu'il n'y a pas d'un côté les points verts, d'un côté les points oranges et les points violets qui permettent de discriminer les sites entre eux. C'est un petit peu tout mélangé, donc il n'y a pas de critères très précis qui permettent de discriminer les sites entre eux. Donc les variables ont ensuite été comparées les unes aux autres à l'intérieur des sites. Et là, on a quelques variables qui ressortent comme différentes entre les sites. On en a 3. La première, c'est le pourcentage de tourbières dans la zone tampon autour des sites. Donc, ce qui veut dire que la pique griège grise, elle porte un fort intérêt au fait qu'il y ait une grosse surface de tourbière à l'intérieur de son site, mais également dans la périphérie. Ce qui nous pousse à dire qu'il y a certainement un enjeu lié à la connectivité des sites favorables à cette espèce-là. Et donc on voit que la différence significative, elle se fait notamment entre les sites de maintien et de disparition. On remarque ensuite un autre critère qui diffère entre les sites d'absence et les sites de maintien. C'est notamment le rapport périmètre-surface. Donc ça traduit en fait la simplicité ou la complexité de la forme du site. Et ce qui ressort, c'est que plus la forme du site est simple, plus la pique griège grise va se maintenir sur le site.
Donc l'hypothèse, c'est qu'il peut y avoir un effet lisière, et comme je le disais tout à l'heure, peut-être l'impact de ces grandes forêts de résineux qui, sur le plateau de Millevaches, c'est assez visible, entourent en fait les landes et les tourbières, et donc il peut y avoir un effet lisière important sur ce territoire. Et enfin, la dernière variable qui a eu un impact potentiel, c'est le nombre d'arbres isolés ou groupés entre 2 et 5 mètres. Et donc là, on voit une différence significative entre les sites d'absence et les sites de maintien. Donc potentiellement, ce sont des sites d'affût et ou de nidification pour l'espèce. Et donc, il y a un intérêt à réaugmenter en fait, le nombre de ces sites-là d'affût pour l'espèce, en sachant que la limite entre ce qui est pas assez et trop, elle est difficile à juger. Donc pour résumer un petit peu les points importants qui sont ressortis à la suite de ces études-là, c'est que l'espèce en Limousin, elle cherche un ensemble de milieux oligotrophes de grande surface avec une forme de site relativement simple. Donc ça, c'est un paramètre sur lequel c'est difficile de travailler, avec une densité de perchoirs suffisante et une connectivité importante entre les sites favorables. Donc, comme toute espèce qui décline, il n'y a pas un seul facteur qui explique le déclin. Donc, il y en a d'autres sur lesquels on essaye de travailler aussi en Limousin, et notamment l'accès aux ressources alimentaires avec un travail qui débute sur l'impact de l'utilisation des produits antiparasitaires dans les élevages. Et donc, notamment aussi les pratiques de gestion qu'il peut y avoir sur les sites favorables à l'espèce, qui peuvent être par exemple le broyage dans les landes ou des choses comme ça. C'est quelque chose qui se fait beaucoup sur le plateau et qui peut avoir un impact délétère, notamment sur le lézard vivipare qui fait partie de la ressource alimentaire importante sur ce territoire. Donc j'ai fait plus court que Sébastien. Donc si vous avez des questions très précises sur les protocoles et tout ça, Frédéric Lagarde, son contact est là. Et s'il y en a d'autres, je vais essayer d'y répondre. Merci beaucoup pour la présentation. Noswili, ville de Nîmes. Vous avez dit que selon là où étaient trouvés les pygrièches sur les carrés, il y avait des dynamiques qui étaient différentes, maintien, etc. Est-ce que toutes les stations de pygrièches qui sont connues, est-ce qu'elles se trouvent toutes sur des habitats que vous avez considérés comme favorables au préalable ? Oui, sur le plateau de Millevaches, elles sont toutes sur des habitats favorables, et une bonne partie sont sur des sites qui sont en gestion ou en acquisition par le Conservatoire d'espaces naturels, où il y a eu un gros travail d'acquisition foncière et de gestion sur les landes et les tourbières. C'est un petit peu les sites relictuels préservés sur le plateau de Millevaches. D'accord, merci. Et rapidement, par rapport à l'effet lisière, est-ce que la forme du polygone, en fait, il faut qu'elle soit simple et j'imagine du coup pas biscornue, c'est que plus elle a des formes compliquées, plus elle est en lien avec d'autres habitats qui pourraient être moins favorables? Est-ce que c'est ça qui peut expliquer ou c'est que j'ai mal compris? Oui, c'est ça, c'est une hypothèse, c'est difficile à vérifier, mais c'est vrai que ce rapport périmètre-surface a permis d'établir la simplicité de la forme du site, et donc plus le site est simple, plus il y a de chances qu'elle reste présente sur le site. Et au niveau visuel sur le plateau de Millevaches, alors quand on parle de simplicité de forme du site, tout est relatif quand même, c'est pas des sites circulaires, mais en tout cas on voit vraiment, moi j'appelle ça des murs, mais ça fait vraiment des murs de résineux en fait, où il n'y a pas du tout de zone intermédiaire entre la tourbière et la forêt de résineux. C'est un mur assez net, et donc potentiellement que ça pourrait être une explication au fait qu'elles ne se maintiennent pas sur certains sites. D'accord, merci beaucoup. Jocelyn Fouderflic, Parc national des Cévennes. Bon, merci Laura pour l'étude, je trouve vraiment intéressante. Je me posais à partir de cette étude, si vous revenez sur les territoires où vous avez identifié de la pygrièche, et sur les territoires où vous n'avez pas identifié de la pygrièche, mais qui vous semblent favorables. L'idée derrière, c'est de regarder si, à mon sens, en tous les cas, si ça peut être fait avec des bénévoles, regardez si ces territoires sont occupés tout le temps, là où il y a de la pygrièche, où ils sont occupés de façon intermittente d'une année sur l'autre.
par rapport à des habitats qui sont aussi favorables, où vous n'avez pas trouvé de pie grièche, qui pourraient être aussi colonisés au cours du temps. Donc, qui ramènerait en tous les cas une analyse un peu plus détaillée, en tous les cas, sur la perception que vous avez des territoires favorables ou pas à l'espèce. Disons qu'il y a, sur l'enquête bisannuelle, on passe sur tous les sites, même sur ceux où elle n'a pas été présente les années précédentes et où elle n'est pas présente. Il y a aussi les données opportunistes, où là, comme je pense beaucoup de bénévoles qui font de l'observation, on a tendance à aller voir l'espèce, donc là où on sait qu'elle est. Donc il y a toujours ce biais un petit peu qui est délicat dans les données. Mais en tout cas, l'enquête bisannuelle, l'objectif, c'est de passer sur tous les sites, en tout cas sur tous les sites de prospection. C'est vrai que dans cette enquête-là, il n'y a pas tous les sites de milieux favorables, mais en tout cas, il y en a beaucoup qui correspondent avec les sites favorables où l'espèce n'a jamais été observée, mais il n'y a pas la totalité. Et je pense que ce ne serait pas forcément faisable, la totalité, en termes d'énergie bénévole, quoi. Merci pour ton exposé, Laura. Alexandre Milon, ex-Marseille Université. Quels sont les principaux usages agricoles sur ces zones occupées par la pie grièche grise ? C'est élevage ovin et bovin. Du coup, sur les landes et les tourbières, donc il y a beaucoup de contrats de gestion avec le conservatoire pour du pâturage, donc ovin ou bovin, ça dépend. La pratique du pastoralisme commence à un petit peu repartir à la hausse, même si c'est toujours un petit peu timide. Mais en parallèle de ça, donc il y a vraiment les sites favorables qui représentent tous les milieux oligotrophes, mais autour, les pratiques agricoles s'intensifient comme à beaucoup d'endroits, avec un enrichissement très très fort des prairies et l'arrivée du maïs aussi sur ce territoire. Donc on voit que les sites favorables de milieux oligotrophes restent un petit peu préservés. Mais c'est pour ça qu'on a essayé de regarder un petit peu ce qui se passait autour des sites, c'est que l'intensification agricole, elle est vraiment perceptible autour des sites, et également il y a l'enjeu de la gestion forestière sur ce territoire-là. Et il n'y a pas d'enjeu de déprise sur certains sites, avec l'absence de pastoralisme ? Je dirais pas forcément encore, même si ça va peut-être devenir une problématique, je ne veux pas dire le grand mot très compliqué qui va soulever des grands débats, mais il y a l'arrivée du loup sur le plateau, avec tout ce que ça implique, et notamment le fait que certains éleveurs ne veulent plus pâturer les landes et les territoires un petit peu éloignés et difficilement protégeables. Donc pour le moment non, mais peut-être que ça va venir. Je voulais savoir, du coup, Anna de la LPO Occitanie, de la délégation territoriale de l'Hérault. Du coup, cette enquête bisannuelle, elle est sous quel format ? Est-ce que c'est un format du coup de maille avec des carrés, un peu comme ce qui a été présenté juste avant, qui est fait, ou c'est une autre méthode ? C'est une autre méthode qui a été donc créée en partenariat avec le PNR 2000 Vaches en 2014. Où les sites favorables connus par le parc avaient été détourés sur des quarts. Donc, ils appellent ça des patates. Donc, c'est pas vraiment des mailles. Et ces sites-là, en fait, sont prospectés tous les 2 ans sur le principe de deux week-ends où on est généralement assez nombreux, et donc chacun prospecte son territoire avec les différentes patates à l'intérieur du territoire. Il n'y a pas forcément de temps de prospection. L'idée, c'est de détecter l'espèce. Voilà. Donc, il n'y a pas de protocole très cadré. C'était aussi tout l'enjeu de faire des analyses statistiques sur les données qu'on possédait. C'était qu'il y avait potentiellement un gros biais d'observation. Donc, là, c'est là que Frédéric a essayé par diverses méthodes de pallier ce biais-là. Voilà, il y a de grosses lacunes là-dessus sur le fait d'avoir un protocole très standardisé qui permet d'avoir des données très très fiables. Ok, merci.
pas d'autres questions. Merci Laura pour ta présentation.